Brace the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started today at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Top reasons advanced manufacturing pros want to move to Ohio. So many advancement opportunities for technicians, machinists, managers, operators, and more. How about a powered up paycheck and an amped up career? Plus, the energy of big time sports. And after work, plenty of ways to unplug. The career you want and a life you'll love. Have it all in the heart of it all. Build your future at callohiohome.com. Hello, hello, salut tout le monde et bienvenue sur un nouveau podcast Touchdown Actu. On continue avec les pastilles post-draft et cette fois on va parler des Los Angeles Rams. Je suis Tonio Ajavon et accompagné de Cyprien Delmas qui est toujours avec moi pour parler donc des Rams aujourd'hui. Quoi de neuf, Cyprien? Pas grand-chose. Écoute, ça va, sinon, ça va. J'espère que, comme d'habitude, les auditeurs et auditrices vont bien. Et puis, j'espère que tu vas bien. Ravi de parler des Rams. On va se mettre peut-être des coups de casque, comme les béliers, Tonio, et on va peut-être pas être d'accord sur cela. Écoute, on va voir ça tout de suite. Avant ça, on va faire un petit récapitulatif de leur choix. Alors, ils ont commencé leur draft au second tour après avoir échangé leur choix de premier tour. Et donc, leur première sélection avec le 46e choix, c'était Terence Ferguson, le tight end d'Oregon. Au troisième tour, ils ont choisi Josiah Stewart, le linebacker de Michigan. Au quatrième tour, Jarquez Hunter, le running back d'Auburn. Au cinquième tour, Ty Hamilton, le defensive tackle d'Ohio State. Toujours au cinquième tour, Chris Paul Jr., à ne pas confondre avec le joueur de basket linebacker d'Ole Miss. Et au septième tour, Konata Mumfield, le receveur de Pittsburgh. Alors, même question que lors des pastilles précédentes. Quelle est, selon toi, la meilleure sélection effectuée par les Rams lors de cette draft? En fait, meilleur et choix le plus impactant, j'ai envie de les mettre ensemble parce que j'ai des doutes. Je vais essayer quand même de les séparer. Bon, allez, on va dire le meilleur choix, je vais dire Jarquez Hunter, le running back. Pourquoi je pense que c'est le meilleur choix? Parce qu'on a vu Kyren Williams avec des petits pépins physiques et puis qui a quand même touché un plafond de verre l'an dernier. Le jeu de course était beaucoup moins prolifique que ce qu'on a connu avec Sean McVay dans le passé, même avec des joueurs moindres, hein. On en parlait un peu en off, mais par exemple, Darrell Anderson avait une charge de travail énorme en 2021. Elle a été beaucoup moindre pour Kyren Williams. Derrière, tu avais un Blake Corum qui a été choisi l'an dernier, qui a quand même été décevant. Il n'a pas vu beaucoup le terrain. Et puis, petite blessure, tu m'as rappelé en fin de saison. Mhm. Donc, Jarquez Hunter, je pense que c'est très intéressant de l'ajouter à ce groupe de running back qui peut directement devenir le running back numéro 2 devant un Jarquez Corum, devant un, oula, Black Corum. un Blake Corum. Jarquez Hunter, c'est celui dont on parle, pardon. Euh, avec un Kyren Williams quand même qui assure le travail de sap d'abord. Et puis ensuite, on va voir Hunter avec un profil plus explosif qui va pouvoir profiter de ce travail d'usure qu'aura eu Kyren Williams pour les transformer en gros gains, pour les transformer en touchdown en première tentative et permettre de faire avancer l'attaque aussi par le sol. Pourquoi je parle de profil explosif avec Hunter, Tonio? Eh bien parce qu'il a des gros mollets, Jarquez Hunter. Alors, tu rigoles, je sais que tu rigoles, je sais que ça allait te faire rigoler. Mais en fait, euh, il y a très souvent une corrélation entre la taille du mollet et l'explosivité du joueur. C'est assez drôle. Il y a des études qui sont sorties et qui commencent continuent de sortir. Pourquoi? C'est parce que ça fait une grosse traction en fait dans la jambe à l'arrière hein, de tout ce qui est ischio et mollet. On le voit parce que Jarquez Hunter il squatte énormément si on regarde les vidéos. Et puis ça produit sur le terrain du coup 23,8% de courses qui sont explosifs. Donc courses explosives, j'entends, qui font plus de 15 yards. C'est quand même énorme. Kyren, Willis et Blake Corum, ils font pas mieux que 13% chacun. On a quand même une grosse différence, c'est pour ça que je parlais de complémentarité. Jarquez Hunter, plutôt un profil de joueur qui va évoluer dans un système de gap. Et ça aussi, on en a un peu parlé en off.
Mais il y a une transition qui s'est opérée du côté des Rams. On est passé d'un système très en zone enfin 2020-2021, et on a fait une transition du côté des Rams vers un système plus en gap, donc plus intérieur avec des mouvements de la ligne offensive devant les coureurs pour leur ouvrir des brèches. Peut-être un peu moins des besoins de lecture pour les coureurs, mais quand il faut y aller, il faut que ça tabasse, il faut de explosivité folle. Et Jarquez Hunter apporte parfaitement ça. Voilà, j'ai fait le tour, Tonio. Ben, c'est marrant parce qu'effectivement, on en parlait avant le podcast et moi je pensais que les Rams étaient toujours en zone au niveau de leur jeu de course. Et maintenant, effectivement, ils ont opéré cette transition qui devrait être bénéfique à Jarquez Hunter. Moi, ma seule interrogation, c'est ben, qu'est-ce que ça dit de Blake Corum, quoi. Ils doivent vraiment pas croire en lui si, s'ils sélectionnent un running back. Ben, qui a un profil finalement assez similaire, parce que Blake Corum, ce qu'on voyait à l'université, c'était bah, beaucoup de courses explosives. Ça n'a pas marché, en tout cas, on l'a pas beaucoup vu sur le terrain la saison passée, peut-être parce qu'il n'a pas convaincu ses coachs, et je pense que la sélection de Jarquez Hunter bah, finit d'achever un peu ses espoirs déchus, en tout cas qu'il n'a pas pu confirmer lors de sa première saison. Donc le camp d'entraînement devrait être assez intéressant pour la bataille au poste de running back numéro 2 derrière Karen Williams. Moi, ma sélection préférée, c'est au cinquième tour, c'est Chris Paul, le linebacker d'Ole Miss. D'abord parce que c'est un besoin. Il y a deux linebackers qui sont partis à l'intersaison, Christian Roseboom et Jake Hummel. Alors, déjà pas forcément des foudres de guerre, donc même s'ils étaient encore dans l'effectif, je pense qu'il aurait fallu renforcer ce poste-là. Le fait qu'il y ait deux, je parle un peu crûment, mais qu'il y ait deux corps en moins dans cet effectif au poste de linebacker, ça renforce encore le besoin. Et puis le joueur, Chris Paul, moi je l'aime beaucoup. Extrêmement productif à Ole Miss, beaucoup de plaquages. C'était le leader de cette défense. Il a beaucoup joué bah, au poste qu'on appelle Mike linebacker, c'est-à-dire un poste quand même avec pas mal de responsabilités. Il est plutôt bon contre la course. Et puis même en couverture, bon, c'est pas quelque chose quand on le voit physiquement, on se dit que c'est pas forcément le meilleur linebacker en couverture et pourtant, moi je l'ai trouvé assez intéressant. Il est très expérimenté, beaucoup de matchs au niveau universitaire. La transition pourra peut-être être rude lors des premières semaines, mais moi je crois en lui parce que bah, c'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié tout simplement et je pense qu'il a ce qu'il faut pour réussir en NFL à long terme. Alors si on parle d'impact immédiat, malgré le fait qu'il devrait pas mal voir le terrain, je pense que la transition va être un peu compliquée, mais à moyen et long terme, je trouve que c'est un très bon choix de Los Angeles, qu'ils ont trouvé un joueur qui devrait être dans leur défense pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années. Tu veux que je t'en parle maintenant, Tonio, de Chris Paul, ou on attend un peu? Est-ce que c'est la catégorie suivante pour toi? Non. Ah, ok, bah écoute. Ah, je te laisse libre. Bah alors, je vais juste donner une petite statistique qui va dans ton sens. Tu as parlé de plaquage, donc échantillon énorme, mais surtout, en fait, juste, il rate très peu de plaquage. Ça, c'est assez fou. Il est en dessous de 5% de plaquage manqué, avec un bel échantillon. Dans les joueurs linebackers, donc linebackers milieu de terrain, pas les outside linebackers, vraiment les middle linebackers du milieu de terrain, ils sont que deux à être en dessous de 5% de plaquage manqué. Il y a Jack Keyser et Chris Paul Jr. Sauf que Chris Paul Jr., c'est aussi celui qui a le plus de pourcentage de plaquages qui font un stop défensif contre la course, avec 8,5%. Donc en fait, il est premier dans ces deux catégories pour les linebackers qui ont été draftés devant tout le monde. Donc c'est un très bon joueur qui a été récupéré avec une valeur assez folle, je trouve. Je m'attendais à le voir appelé beaucoup plus tôt. Mais je suis heureux que tu me rejoignes sur ce joueur-là. Est-ce que ça va être le cas sur la catégorie suivante? La sélection qu'on trouve la plus mauvaise lors de cette draft pour les Rams, quel est le joueur qui fit dans cette catégorie pour toi? Ouais, j'ai mis Terence Ferguson, leur choix du second tour, leur premier choix lors de cette draft, parce qu'ils ont trade down
depuis le premier tour. Alors, je vais dire tout de suite, puisqu'il n'y a pas que du négatif dans ce trade, il y a énormément de positifs juste par l'échange, parce qu'il récupère un premier tour de l'année prochaine, celui des Falcons. Donc, donc ça, déjà, c'est excellent. Mais, mais, ce qu'ils en ont fait après avec ce second tour, quand même me circonspect un peu. La valeur du poste, un tight end, même si au second tour, c'est pas un premier tour, mais honnêtement, je pense qu'il y avait des besoins beaucoup plus immédiats dans cette équipe qu'au poste de tight end, parce qu'il y a encore Tyler Higbee pour 1 an. Je sais qu'on prépare le futur, c'est pas inintéressant, c'est pas un mauvais joueur. Voilà, ils avaient l'air amoureux. Bon, l'amour est parfois aveugle, Tonio, je te rappelle. Il y avait, comme j'ai dit, d'autres besoins, corner, safety en défense. Je pense que ça a des grands besoins. Voilà, je trouve pas non plus un potentiel fou à Terence Ferguson. On n'est pas sur quelqu'un de très agile, pas un grand technicien, mais c'est quelqu'un d'efficace à sa décharge. Voilà. 72% de ses réceptions sont pour first down ou touchdown. C'est déjà très bien. Moi, Bah, j'aurais fait d'autres choix. C'est pas un choix. Je l'ai mis dans le pire choix, mais c'est pas un choix horrible. Voilà, je finirai sur ça. bah, décidément, tu avais annoncé des coups en amont de ce podcast. Bah, il n'y en aura pas beaucoup parce que je suis d'accord Ah, avec toi. ah Ouais, mince. ouais. Ben, moi, pourquoi c'est pour moi la plus mauvaise sélection, c'est parce que ben, c'est pas du tout un besoin en fait. Dès que c'est pas un besoin urgent, c'est que c'est pas un besoin du tout. Il y a Tyler Higbee qui est toujours là, il y a Colby Parkinson qui est toujours là. L'an passé, ils ont sélectionné Davis Allen qui est toujours là. Alors encore une fois, ça pose question sur ben, l'avenir qu'il donne à Davis Allen parce qu'il n'a pas énormément joué. Est-ce que déjà entre guillemets on le condamne? Est-ce que c'est un peu comme Blake Corum on se dit déjà que ben, c'est un joueur qui ne convainc pas et qu'on tire un trait sur sa carrière, en tout cas sous le maillot des Rams. Il n'y a pas eu trop d'explications là-dessus, mais en l'occurrence, quand tu as déjà trois tight ends dans l'effectif, on a ajouté un quatrième. Alors pourquoi pas avec un choix plus tard dans la draft, mais là avec un choix du second tour, c'est une valeur folle un choix du second tour. Faut pas, enfin, il y avait encore des joueurs de très grand talent disponibles, en tout cas des prospects de très grand talent. Et le fait de s'être orienté vers Terence Ferguson, qui n'est pas justement un joueur qui est impassable, entre guillemets. C'est pas un joueur, tu te dis, ah, mais il y a Terence Ferguson, peu importe mes besoins, je dois le sélectionner, quoi. Pourquoi pas? Il peut être un bon joueur, en tout cas en termes de réception et de menace dans le jeu aérien, il est plutôt intéressant, mais c'est pas du tout un besoin pour cette équipe. Et il y avait d'autres joueurs de meilleure, de plus grande envergure et de meilleure qualité disponibles à ce moment-là. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est la plus mauvaise sélection. Tu sais quand même que d'après ce qui est sorti, hein, s'ils n'arrivaient pas à trade down, donc à descendre dans la draft, ils l'auraient pris au premier tour, hein. C'est en tout Bah, cas ce que les rumeurs rapportent. Et ça me fait lever quand même un sourcil, même deux sourcils, parce que bon, d'accord. Heureusement qu'ils ont réussi quand même à descendre, je me dis. Et puis ça marque, on en a un peu parlé ensemble. Ça marque quand même la stratégie de draft des Rams qui est de faire confiance aveugle à un système d'évaluation qui porte plus ou moins ses fruits, hein, qui dans le passé proche a quand même porté ses fruits. On pense à Fisk, à Jared Verse. Ça a marché. Tant que ça marche, bravo. Quand ça ne marchera pas, attention. bah ouais, 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 c'est une stratégie à double tranchant bah, d'avoir des choix qui sont jamais consensuels, qui correspondent jamais à ce que les autres pensent. Alors, des fois, les autres ont tort. À voir si ça va se confirmer cette série pour Los Angeles. On enchaîne avec la catégorie suivante, le joueur qui aura le plus d'impact dès sa première saison. Vers qui tu vas te tourner pour ce choix, Cyprien? Bon, ben, t'as compris, je vais me tourner vers Chris Paul, que tu as très bien présenté, donc je vais pas redire tout le bien que tu as dit sur lui, sur ses qualités. En plus, j'ai rajouté des chiffres, c'est magnifique. Pourquoi, par contre, ça va être le choix le plus impactant? Un, impact immédiat en special team, en équipe spéciale. Quand on est un linebacker, ben, on joue en équipe spéciale parce qu'il faut plaquer les mecs qui retournent les coups de pied. Logique. Mais surtout, je pense qu'il peut gagner une place de linebacker titulaire, hein. Personnellement, c'est pas Troy Reader et Omar Speights qui me font extrêmement peur. Troy Mhm. Reader, on est sur même pas un titulaire régulier en NFL depuis qu'il est arrivé. Il a toujours joué aux Rams, ça a toujours été un joueur de rotation. Omar Speights, il est arrivé l'an dernier en tant que joueur non drafté, agent libre joueur non drafté.
Voilà, hein. Donc, je pense que Chris Paul peut sauter sur l'effectif, sur la hiérarchie dans l'effectif, peut sauter ces gars-là et avoir une place dans le milieu de terrain ou au moins à côté d'un autre linebacker comme Omar Speight qui prend peut-être un peu plus de, au moins du côté faible, ce sera une terreur pour plaquer et couvrir en NFL. Moi, j'en ai vraiment une certitude folle. Ouais, ouais, moi j'ai également assez confiance en ce joueur, mais c'est pas lui que je vais choisir pour le plus gros impact dès la première saison. Moi, je vais me tourner vers Josiah Stewart, le linebacker pass rusher de Michigan. Alors, quand on regarde la ligne défensive de Los Angeles, il y a du monde devant lui, donc c'est un peu contradictoire avec ce choix, mais un peu la même logique que j'ai appliqué avec d'autres joueurs précédemment. Quand on est remplaçant, on entre sur le terrain face à des joueurs qui sont un peu plus émoussés, un peu plus fatigués. Et c'est typiquement la situation de laquelle peut profiter Josiah Stewart parce que quand on regarde ses qualités, il est extrêmement explosif, il est extrêmement rapide, que ce soit latéralement ou verticalement. Physiquement et athlétiquement, c'est vraiment un joueur très très intéressant. Alors, il est peut-être un peu sous-taillé entre guillemets. Il n'a Mhm. pas la taille idéale pour le poste, mais cette vélocité qu'il arrive à générer de ses jambes, cette explosivité, c'est exactement le type de joueurs qui font mal à des titulaires qui sont sur le terrain depuis deux quarts temps et demi, trois quarts temps, et qui n'ont pas envie de voir entrer face à eux un joueur plus frais et qui physiquement va leur faire mal. Donc même sans être sur le terrain lors de la majorité des snaps cette saison, je suis assez persuadé qu'on va entendre parler de lui sur un ou deux jeux par-ci par-là, et qu'il va avoir un impact significatif dès sa première saison. Ouais, tout à fait. La capacité à gagner ses duels très rapidement, tu as parlé d'explosivité, c'est la meilleure de la classe. On est à 27,3%. C'est énorme. Avec un physique adéquat, en fait, il était de facto au premier tour, mais comme tu l'as dit, il est plutôt petit. Je sais pas comment définir Josiah Stewart. C'est un peu le fils illégitime d'une voiture de NASCAR, tu vois. Le mec, il va rentrer sur le terrain, il va juste presser sur la pédale d'accélération et aller plaquer le quarterback. Et ça va le faire. Tu l'as dit face à des seconds couteaux, mais aussi même face à des des titulaires, hein, je le vois bien réussir. Moi, je l'ai pas mis dans cette catégorie parce qu'aussi, tu l'as dit, il y a du monde quand même. Je suis sûr qu'il voit énormément de terrain, même si en edge, on a quand même une rotation qui est plus importante qu'à d'autres postes, hein. On arrive à faire tourner sur ces postes-là. En titulaire, c'est sûr que tu as Jared Verse et Byron Young de l'autre côté. Et après, derrière, on peut jouer avec Desjuan Johnson, qui est peut-être un profil un peu plus intérieur quand même, Nick Hampton et Josiah Stewart, donc. Mais c'est pas inintéressant, ouais. Eh ben, on va passer tout de suite à la note que l'on donne à cette draft des Rams. Moi, je vais commencer en donnant la note de 6 sur 10. Alors, c'est une note qui finalement est assez sévère au regard de ce que j'ai dit, mais disons qu'elle est impactée par le choix de Terrence Ferguson qui n'était pas nécessaire. Or, c'est quand même un second tour et c'est une grosse valeur dans n'importe quel draft. En fait, un second tour, c'est un choix normalement qui est assez crucial et l'utiliser sur un joueur dont on n'a pas besoin, pour moi, ça pénalise cette note. Autre chose qui pénalise la note, c'est Ty Hamilton, le defensive tackle d'Ohio State, que je trouve pas exceptionnel en fait comme joueur. Alors c'est un cinquième tour, donc si ça fonctionne pas, c'est pas dramatique, mais tout de même, tant qu'à faire, autant choisir des joueurs dans lesquels on a, enfin en tout cas qui présentent un meilleur profil. Peut-être encore une fois que les Rams auront raison là où la majorité des évaluateurs auront tort, mais voilà, Ty Hamilton pour moi n'est pas, euh, n'aura pas un grand avenir dans cette ligue. Donc voilà, et puis le fait qu'il n'y ait pas finalement beaucoup de sélections lors de cette draft, alors il paye évidemment le fait d'avoir échangé pas mal de leurs choix. Et je compte pas dans ma note le fait d'avoir récupéré un premier tour en 2026. Parce que ça reste un choix, on ne sait pas quel joueur ce sera encore. Donc disons que ça, c'est à définir, à voir. Si il sélectionne un joueur de qualité l'an prochain, bah écoute, je dirais que ma note est un peu trop basse par rapport à leur travail, mais en l'état actuel des choses, je donne 6 sur 10. Ok, je te trouve presque gentil, Tonio.
Par rapport aux arguments que tu as avancés sur Terence Ferguson, j'attendais quelque chose de beaucoup plus cassant, tu vois. Ok. Et ça m'aurait pas étonné. Juste pour reprendre tes arguments, pas trop d'accord sur Ty Hamilton. Moi, j'y vois un bon joueur contre la course, c'est déjà ça, avec un potentiel athlétique là. Donc, à ce niveau-là de la draft, je trouve ça plutôt intéressant à développer. Jarquez Hunter, Chris Paul, des bons choix, sauf qu'on est déjà on a passé le top 100. Josiah Stewart, je pense que j'aurais fait peut-être un autre choix, c'était pas un besoin immédiat. Et Terence Ferguson, on en a assez parlé, donc moi je me suis arrêté sur la note de 5, Mhm. et 5 en prenant en compte quand même la valeur récupérée, moi. Hein. Le premier tour, je le prends en compte. Enfin, bien sûr, il n'y a pas de joueur qui a été récupéré, mais c'est important de savoir trade down. Et là, je pense ils ont très bien su créer de la valeur avec leur descente dans la draft. Donc ça, c'est à prendre en compte quand même, je pense, dans notre évaluation. Je m'arrête quand même à 5 parce qu'il y a Terence Ferguson qui me gêne beaucoup plus que... Enfin, j'avais l'impression que ça me gênait moins que toi, mais du coup, ça me gêne beaucoup plus que toi dans ma notation finale. Donc, je m'arrête à 5. Des bons petits joueurs, sauf que c'est à partir du pick 90. Voilà, c'est pour ça. Ouais, c'est pas faux. Donc 5 et 6, voilà nos notes finales pour la draft des Rams. Ce podcast et toutes les informations relatives à cette équipe sont évidemment retrouvées sur notre site internet touchdownactu.com. Sur les réseaux sociaux, c'est TDActu partout, sauf sur Instagram, touchdownactu en entier. Et puis nous, on se retrouve très rapidement pour la prochaine équipe. Et sans trop vous spoiler, on va parler des Packers. Voilà pour vous, auditeurs. On se retrouve très très vite. Ciao. Ciao, ciao. When your workforce, tech stack, and business needs are evolving all at once, you need HCM software that moves just as fast. That's why Paylocity builds what's next, providing innovative and simplified solutions for clients to tackle the real challenges they face every day. From AI-driven insights to automated workflows across HR, finance, and IT, Paylocity's platform doesn't just keep up, it leads. It's time to simplify complexity, drive results, and move forward together. Start now at paylocity.com/simplified. This podcast is brought to you by Aura. By the time you hear about a data breach, your information has already been exposed for months. On average, companies take 277 days to report a breach. That's 9 months where hackers have access to your personal data. That's why we're thrilled to partner with Aura. Aura is an all-in-one digital safety solution that monitors the dark web for your phone number, email, and social security number, sending real-time alerts if your info is found. It also includes a VPN, password manager, and data broker removal to help keep you safe. For a limited time, Aura is offering a 14-day free trial plus a dark web scan to check if your personal information has been leaked, all for free at aura.com/safety. That's aura.com/safety to sign up and protect your loved ones. That's AURA.com/safety. Terms apply. Check the site for details.